Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Alors, nous allons maintenant nous attaquer aux critères de scientificité. Alors, des connaissances seront qualifiées de scientifiques si le processus d'acquisition de ces connaissances obéisse à des critères de scientificité. Ceux-ci sont repris sous le vocable de méthode scientifique. C'est un ensemble de procédés raisonnés utilisés pour atteindre un certain objectif. Ils utilisent des raisonnements qui obéissent à la logique, à la rectitude et à la rigueur. Que ce soit pour obtenir un résultat mathématique ou pour mener une expérience. On peut la diviser en 5 grands points. L'expérimentation, l'observation des résultats des expériences, bien entendu, la construction de théories et de modèles décrivant ce qui a été observé, la simulation, c'est-à-dire l'utilisation de ces théories et modèles, que ce soit par des calculs analytiques ou par des calculs numériques, afin d'obtenir des prédictions expérimentales, et un processus de publication et de validation. Avec bien sûr le bouclage qui consiste à mener un certain nombre d'expériences pour vérifier les prédictions expérimentales. La scientificité, c'est chercher à établir des régularités dans les phénomènes observés qui soient reproductibles, donc on peut les refaire, mesurables et réfutables. Que ce soit par des mesures expérimentales et par des représentations explicites. Donc, ces régularités doivent être mesurées et représentées par un modèle mathématique rigoureux. La méthode scientifique obéit à 4 critères. Elle doit être systématique. Elle a donc un ensemble de règles, de protocoles qui doivent s'appliquer à toutes les situations. Elle doit obéir aux critères d'objectivité. C'est-à-dire que des jugements subjectifs humains ne doivent pas intervenir dans l'analyse. C'est là qu'on retrouve des méthodes mathématiques de traitement rigoureuses, des méthodes telles que le double aveugle, utilisé en médecine, où à la fois le praticien et son patient ignorent a priori quel traitement ou placebo est pris pour tester un médicament. Et il y a le processus également de vérification des résultats expérimentaux par publication et validation par les pairs. La méthode scientifique doit être rigoureuse et testable. Que ce soit selon ce que l'on cherche à vérifier, par des expériences ou par des modèles. Quand on fait une prédiction, n'importe qui doit être capable de reprendre le modèle et de vérifier qu'on aboutit bien à cette prédiction. Et quand on dit que la prédiction est correcte,
Cela veut dire qu'on a fait une expérience pour le vérifier. Et enfin, elle doit être cohérente. Elle ne doit pas avoir d'inconsistance ou de contradiction interne. Selon les disciplines scientifiques, il peut y avoir un peu de flou sur certains points, ou certains points peuvent être discutables ou discutés, en particulier dans les sciences humaines. Par exemple, pour ce qui est de reproduire des résultats observés, ça peut être très compliqué en histoire ou en archéologie. On ne rejoue pas l'histoire et les traces que l'on a trouvées en soi sont des traces uniques. Donc ce n'est pas toujours facile d'obtenir cet idéal. Mais on peut s'en approcher et lorsque certains objectifs ne peuvent être satisfaits à 100%, on peut faire en sorte de les rendre au moins satisfaisants. Ensuite, quels sont les objectifs? Les objectifs de la science. Alors, c'est extrêmement vaste. Il y a un très très grand nombre de disciplines, de sous-disciplines, et chacune a ses objectifs. Donc nous allons nous concentrer ici sur la physique. L'histoire de la physique, ses progrès, ses révolutions, les chutes de théories bien établies, semblent montrer qu'il est illusoire d'espérer trouver un corpus fini et définitif d'équations qui décriraient le monde. Par ailleurs, à supposer qu'on trouverait un tel corpus fini, comment saurait-on qu'on l'a atteint? Qui dit que, plus tard, on ne va pas observer un phénomène qui contredit ce qui a été obtenu. Donc, on cherche essentiellement à améliorer, perfectionner constamment les théories. De fait, les domaines de validité des théories ont un caractère emboîté. C'est admirablement illustré avec la mécanique newtonienne, qui est valable tant que l'on ne considère pas des vitesses trop grandes. Dans le cas où les vitesses approchent de la vitesse de la lumière, la théorie n'est plus valable. Elle est alors englobée dans la relativité restreinte d'Einstein. De même, la théorie de la gravitation de Newton est valide tant que l'on ne considère pas des vitesses trop grandes ou des masses trop importantes. En général, pour les planètes, les étoiles, ça fonctionne, sauf si on veut être trop précis, mais pour des corps beaucoup plus massifs, comme on en trouve dans la galaxie ou dans l'univers, la théorie de Newton n'est plus valable. Il faut alors passer à la RG, relativité générale, qui d'ailleurs, elle-même, inclut la relativité restreinte. La théorie de Newton s'applique très bien à des boules de billard, à des voitures, des chariots, mais il ne faut pas que les objets soient trop petits. Ou d'ailleurs aussi que les énergies ne soient pas trop grandes. On parle là de seuil d'énergie particulièrement important, énorme. Dans ce cas-là, la théorie n'est plus valide et il faut passer à la mécanique quantique. Donc toutes les théories se sont perfectionnées en avalant les anciennes théories comme des approximations dans des domaines de validité plus restreints. Il est à noter d'ailleurs que ces théories ne sont pas obsolètes dans la mesure où elles sont plus simples à utiliser. Donc quand on est dans le domaine de validité d'une théorie, il est inutile de se casser la tête à employer des théories plus puissantes, mais plus difficiles à utiliser.
Atteindre un idéal de perfection, une théorie ultime, semble exclu parce que les théories sont construites sur base de l'observation et de l'expérience. Or, il est impossible d'avoir une connaissance parfaite, infiniment précise, exhaustive de tout l'univers, de tous les phénomènes existants, et sans faille, sans erreur. C'est totalement illusoire. Et donc, si on peut avoir une connaissance parfaite du réel, la physique qui décrit ce réel est constamment perfectible et ne peut pas atteindre la perfection. Notons que la physique donne des modèles de la réalité. Elle ne décrit pas la réalité en soi. Elle ne fait qu'en donner que des modèles dont la validité se vérifie sur base des résultats, des prédictions qui peuvent être confrontées à l'expérience. Elle n'est pas jugée sur sa capacité à bien décrire une réalité que l'on ignore, puisque les seuls éléments pour y accéder sont les sens, l'observation, l'expérience, et donc la construction des modèles qui en découlent. D'ailleurs, la physique est arrivée à un stade où on dit elle explique les comment, mais pas les pourquoi. Alors, ces termes sont un peu polysémiques, mais ça revient à dire que l'on décrit les phénomènes et les lois qui les régissent, mais on ne dit pas pourquoi ces lois sont comme ça. Certaines explications peuvent venir lorsque les théories sont englobées dans des théories plus vastes, plus complètes. Mais elles-mêmes poseront leur propre pourquoi, et la physique ne les résout pas, ne les aborde pas. Elle dit comment les choses se passent. Comprendre le réel, faire de la physique, avec les mots d'Einstein, c'est comme essayer de comprendre une montre, de décrire son fonctionnement, sans jamais ouvrir la montre. On peut décrire ce qu'on voit, ce que fait la montre, mais on ne sait pas décrire ce qu'il y a à l'intérieur. La physique cherche aussi, a toujours cherché, dans sa construction théorique, la simplification, l'unification en un ensemble de théories du global, et l'esthétique des résultats qui sont beaux, selon des critères d'ailleurs tout à fait humains. On fait intervenir les symétries, des constantes, des grandeurs invariantes en fonction des situations des observateurs, et on unifie. Un exemple bien classique est, au XIXe siècle, l'ensemble des propriétés sur l'électricité et celles du magnétisme qui furent unifiées dans la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell. De nombreuses autres unifications ont eu lieu au XXe siècle. Les particules, les atomes radioactifs se désintègrent sous un processus lié à une interaction physique appelée interaction faible. Et les physiciens ont réussi à unifier en une seule théorie l'électromagnétisme et l'interaction faible. Ce processus de simplification, de beauté, d'unification, jusqu'ici, a toujours donné de très bons résultats. Nous n'avons pas de boule de cristal, peut-être que ça ne sera pas toujours le cas, mais ce processus marche bien et est toujours suivi. D'une manière générale, il y a aussi une question pragmatique. Par exemple, quand on a des expériences,
On ne cherche pas à compliquer inutilement les expériences. On cherche à les rendre les plus simples possibles, les plus pures, les plus contrôlables, à la fois pour les maîtriser et pour avoir le plus de facilité possible à interpréter les résultats, de façon à mettre en évidence uniquement ce que l'on cherche à mettre en évidence et pas d'autres phénomènes qui viendraient bruiter ou parasiter les résultats. C'est assez éloigné de la réalité. Ce caractère, cette différence est assez frappante. Dans la réalité, les phénomènes sont souvent très complexes, avec énormément d'influences et de phénomènes reliés à de nombreux domaines de la physique. Dans beaucoup de phénomènes, les phénomènes météo par exemple, interviennent l'hydrodynamique, la chimie, la thermodynamique et l'électricité, intervient l'électromagnétisme. Donc, les phénomènes réels sont toujours plus complexes. Alors, ultimement, lorsque la physique devient suffisamment élaborée, on aborde aussi ces problèmes plus complexes. On en décrit des modèles, que ce soit les modèles utilisés en météorologie ou climatologie, que ce soit les modèles décrivant les étoiles, les galaxies, mais ces modèles sont souvent aussi complexes que la réalité qu'ils modélisent, bien entendu. Où en est-on actuellement en physique? Alors, on a un ensemble de théories fondamentales qui s'appliquent essentiellement au monde microscopique, mécanique quantique et les interactions fondamentales. On a aussi des théories dites classiques, s'appliquant au monde macroscopique qui est le nôtre. Et on peut expliquer les théories macroscopiques à partir des théories microscopiques. Cela ne veut pas dire que le macroscopique est entièrement compris. Mais ce qu'il y reste encore à comprendre et à découvrir ne semble pas devoir remettre en cause les théories microscopiques fondamentales. L'inconnu qu'on y trouve dans le macroscopique est plutôt une extension horizontale des connaissances, plutôt qu'une intégration verticale du microscopique au macroscopique. On retrouve par exemple là-dedans les travaux sur les supraconducteurs haute température, les nanotechnologies, l'étude des nouveaux matériaux, que ce soit le graphène ou les nouveaux matériaux utilisés pour les panneaux solaires, etc., etc. Il y a beaucoup de champs de recherche et beaucoup de choses encore à comprendre et à maîtriser. Au niveau plus fondamental, les limites du connu, c'est l'unification. Est-ce qu'on peut arriver à unifier toutes les interactions fondamentales connues? Jusqu'ici, on a une unification partielle. On aimerait bien savoir si on peut tout unifier. Les modèles de physique fondamentale, comme le modèle dit standard de la physique des particules, contient une trentaine de paramètres libres. C'est-à-dire des valeurs qu'on mesure mais qu'on ne calcule pas. Et y a-t-il un moyen de les calculer, de réduire le nombre de paramètres libres? Est-ce que l'on peut unifier RG, relativité générale et mécanique quantique? Ces théories sont incompatibles à plusieurs points de vue et rendent leur unification très difficile. Peut-on décrire tout l'univers? Nous, sur Terre, nous pouvons observer l'univers avec des moyens d'observation de plus en plus puissants, mais nous sommes limités à une distance d'environ 13,6 milliards d'années-lumière, qui correspond à la distance que la lumière a parcourue depuis la naissance de l'univers. Et donc, ce qui est au-delà, nous ne pouvons pas le voir. Peut-on malgré tout espérer à comprendre, à décrire l'univers dans sa globalité? Et qu'en est-il des débuts de l'univers? Y a-t-il eu naissance ou
un début du Big Bang, ou bien y a-t-il eu un pré-Big Bang, c'est-à-dire une période ayant précédé, éventuellement, d'une forme, d'une nature très différente? Pourra-t-on arriver à décrire cela? En astrophysique, on ignore toujours la nature exacte de la matière noire, c'est-à-dire de la masse manquante, à peu près un peu plus des 3/4 de la matière contenue dans les galaxies. C'est beaucoup. Connaîtra-t-on la nature de l'énergie noire, responsable d'une accélération de l'expansion de l'univers, c'est-à-dire de l'éloignement des galaxies les unes des autres? Et il y a encore un certain nombre de limites connues, parfois assez techniques. Donc ça forme un peu les frontières fondamentales du domaine de la physique. Et ce sont donc ces frontières qui fixent les objectifs, bien entendu. Voilà, nous en avons fini avec le classement des théories. Donc nous continuerons dans la suite sur des points propres à la méthode scientifique ou au raisonnement logique ou à d'autres choses. Merci.